Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, tout le monde, bref, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de quoi, de qui, de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, pour cet épisode de cette saison 4, car oui, c'est déjà la saison 4 pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai avec moi Mika et Ismen. On va faire dans l'ordre du Discord, parce qu'à chaque fois, tout le monde se parle en même temps. Comment est-ce que tu vas, Ismen, aujourd'hui, ce 23/01 2023? Ça va froidement parce qu'il fait très froid chez C'est vrai moi. qu'il fait très 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 froid. Et moi, j'ai avec moi Et un espèce malheureusement, il a de neigé la semaine poêle. dernière, mais la neige n'a pas tenu. Et oui, bon, malheureusement, je sais pas parce que honnêtement, je n'ai pas de neige, donc je suis assez content que la neige ne tienne pas. Ça m'évite de décéder sur les routes de l'Ardèche. Mika, toi, ça va? Ah oui, pareil, il fait très froid et j'ai un chauffage de merde au boulot, donc je Ouais, me pèle le fion partout. Voilà, donc moi ouais, je aussi, vois. je suis content quand ça tient pas trop, en fait. Voilà, Mais, mais mais oui, aujourd'hui, on va se réchauffer le cœur tous ensemble et c'est ça oui, qui est chouette. Et aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, Mika et moi, on n'a rien préparé. Et du coup, on va laisser tout de suite la parole à Ismen qui, elle, a travaillé pour aujourd'hui, contrairement à nous deux. Ismen, nous oui. t'écoutons. Moi, je commence une série de chroniques auxquelles je réfléchissais depuis un moment. Je vais parler de bibliothécaires. Donc, les bibliothécaires sont généralement des gens méconnus parce que c'est un travail humble. Je vais commencer par une brève présentation de quelques grandes figures du monde des bibliothèques. Le premier, Zénodote d'Éphèse, grammairien qui fut le premier bibliothécaire de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mandaté par les Ptolémées. Ensuite, Guillaume Budet, qui fut le bibliothécaire de François Ier, qui était un humaniste maître de la librairie royale lorsque fut instauré le dépôt légal en 1537. Ensuite, Gabriel Naudet, encore au service des puissants, le bibliothécaire du cardinal Mazarin, qui aida à créer sa bibliothèque, la Mazarine, en 1643. Melville Dewey, qui est connu pour avoir développé la classification décimale Dewey en 1876, qui est une des plus usitées à l'heure actuelle dans le monde des bibliothèques. Voilà. Et puis, on citera aussi l'écrivain Jorge Luis Borges, qui fut le directeur de la Bibliothèque nationale d'Argentine, et qui est très connu pour ses nouvelles ésotériques, notamment une nouvelle sur une bibliothèque infinie aux dimensions de l'univers qu'on appelle la bibliothèque de Babel et qui est parue en 1941. Voilà, alors qu'est-ce qui ne va pas dans la liste que je viens de citer, à votre avis? Il n'y a que des bibliothécaires européens. Ah, Bah non, Borges c'est l'Argentine, donc ce qui ne va pas en fait, c'est qu'il n'y a pratiquement que des hommes. Et oui, parce que non seulement les bibliothécaires sont des gens méconnus, mais les principales figures connues sont comme souvent masculines. Donc, j'ai décidé d'inaugurer une série sur les femmes bibliothécaires. On va commencer par le Moyen-Âge. Alors là, il y en a très peu, donc j'ai dû faire beaucoup de recherches. Et je suis tombée sur une grande figure féminine du monde des bibliothèques grâce au livre, à la bande dessinée La Bibliomule de Cordoue, dont ah Mika bah oui, du Et coup, oui, forcément. Parce que Mika avait en a parlé. parlé. Il s'agit de la copiste Lubna, donc qui est une des qui a réellement existé et dont je vais vous présenter l'existence. Alors Lubna, la copiste de Cordoue, est une intellectuelle espagnole de la seconde moitié du Xe siècle après Jésus-Christ. On sait très peu de choses de ses origines. Elle est issue d'une famille chrétienne ibérique, mais on ne sait pas si elle est née esclave à Cordoue ou si elle est née dans un royaume chrétien du nord de l'Espagne à l'époque et qu'elle a été capturée lors d'une razzia et emmenée à Cordoue. On sait qu'elle a été élevée dans le palais du calife omeyyade Abd al-Rahman III, qui a régné donc entre 929 et 961, qu'elle se distinguait par ses connaissances en grammaire, mathématiques, pour la qualité de sa calligraphie et de ses poèmes, ainsi que pour l'acquisition de manuscrits. Étant une jeune fille intelligente et instruite, alors encore une fois, on ne sait pas comment elle a acquis ce savoir parce que tous les esclaves n'étaient pas forcément instruits. Il y avait des esclaves domestiques ou de ferme qui étaient généralement les plus maltraités et d'autres qui avaient de plus hautes fonctions, mais voilà. Peut-être qu'elle venait d'une famille éduquée lorsqu'elle a été capturée, ou alors qu'elle a été instruite pour réaliser de plus grands profits sur sa vente, on ne sait pas. Toujours est-il qu'elle est devenue une des copistes du palais et la secrétaire particulière du calife Al-Hakam II, donc le fils d'Abd al-Rahman, qui lui a régné de 961 à 976. Après, on ne sait pas si elle a été affranchie ou non,
parce que ça arrivait souvent aux esclaves qui occupaient les plus hautes fonctions, mais on ne sait pas si elle a été mariée ou non et si elle a été mère de famille. On Ouais. sait qu'elle a travaillé avec une autre copiste dont le nom nous est venu, qui s'appelait Fatima, avec qui elle est parfois confondue. Et avec Tari, le directeur de la bibliothèque de Cordoue, qui apparaît donc aussi dans la BD La Bibliomule de Cordoue. Ok. Voilà, elle a peut-être aussi participé à la création de la bibliothèque de la ville palatiale de Madinat al-Zahra, où vivait la cour, qui se trouve dans la région de Cordoue, à une dizaine de kilomètres de Cordoue, mais on n'en est pas sûr non plus. On sait bien sûr qu'une grande partie de la bibliothèque de Cordoue, enfin, mais nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais dans ce cas, je vous renvoie à la chronique de Michael qui Tout à fait. explique un peu tout ça. Très bonne chronique. En 976, lorsque le calife Al-Hakam II est mort, il ne laissait derrière lui qu'un unique héritier de 11 ans. Et donc, son vizir, un de ses vizirs Amir qui a pris le pouvoir, s'est plus tard fait appeler Al-Manzor le victorieux parce qu'il a remporté pas mal de conquêtes. Et pour s'assurer l'appui des religieux radicaux, il a fait brûler une grande partie de la bibliothèque. Donc cet fait a eu lieu à une date incertaine, en 976 ou 979, on ne sait pas. Bon, on suppose que Lubna a été très affectée par ce lieu où elle avait vécu et travaillé toute sa vie, mais on ne sait pas exactement ce qu'elle est devenue après. Elle serait morte en 984 ou 986. Ce qui est sûr, c'est que même si elle était un personnage un petit peu célèbre et exceptionnel, puisque l'histoire a retenu son nom, elle n'était pas non plus la seule femme instruite du palais. C'était loin de là. C'était la plupart des concubines et épouses des califes étaient très instruites, ainsi que il y avait à l'époque 170 femmes copistes qui travaillaient au palais à diverses fonctions. Donc Lubna et Fatima n'étaient que deux d'entre elles en fait, dont l'histoire a retenu le nom, mais il y avait véritablement une volonté d'instruire les femmes, même si bon. Ça faisait quand même partie d'une petite élite, c'était pas le cas de tout le monde, mais c'était pas non plus trop marginal. Vous avez des questions ou des objections ? Bah non, pas d'objection. Moi, je suis ravi d'apprendre que cette chronique que j'ai faite, en fait, c'est vrai. on peut vraiment retrouver la petite histoire dans la grande histoire dans cette BD, et c'est ça que je trouve chouette. Ah oui, il y a beaucoup, de toute façon, il y a beaucoup de choses dans la BD, de points historiques qui sont exacts dans la BD, ou même qui sont romancés de manière amusante. Je ne vais pas tous les citer là. Je vais vous citer aussi un autre roman que je viens de lire qui s'appelle Lubna, la copiste de Cordoue, d'Olivier Godefroy, qui a été publié en 2019. Voilà, donc si ça vous intéresse, ça raconte la vie de Lubna de manière très romancée, mais ça contient beaucoup de matière historique sur donc l'histoire des femmes en Andalousie. Pour en revenir à la situation générale des femmes copistes et bibliothécaires en Europe, il y en avait aussi, pas qu'en Andalousie justement. Les nobles comme les moines sont copistes. Mais là encore, on a très peu de sources qui indiquent leur existence. Avant le XIIe siècle, moins de 1% des œuvres manuscrites sont signées d'un nom de femme. En général, en règle générale, de toute façon, les manuscrits n'étaient pas trop signés. C'était plutôt les enlumineurs qui étaient connus, comme le peintre Jean Fouquet par exemple, que les simples copistes, parce que la copie c'était un travail de groupe, il y avait souvent plusieurs personnes qui travaillaient sur un même document, et voilà, dans le scriptorium, c'est-à-dire l'atelier de copie des monastères et des couvents. On a malgré tout des noms de femmes copistes qui nous sont parvenus aussi. Par exemple, Guda au XIIe siècle, qui vécut dans un monastère du Rhin moyen et dont on ne possède qu'un portrait en fait. Le portrait de l'homélière de Saint-Barthélemy, conservé à Francfort depuis le XVe siècle, en fait, dans lequel qu'elle a réalisé elle-même, c'est indiqué dans une notice Guda Peccatrix Mulier scriptit et pinctit lux librum. Ça veut dire Guda, femme pécheresse, a écrit et enluminé ce manuscrit. Et elle a mis une petite image qui représente une nonne. Alors c'est sans doute pas un portrait fidèle à la réalité, c'est plutôt une image assez stéréotypée de religieuse, mais ça montre au moins une volonté de laisser sa marque sur ce manuscrit qui est magnifiquement réalisé et enluminé. Alors, on a d'autres ressources, cette fois-ci moins archéologiques. Par exemple, à Dalheim, une ville proche de Mayence, on a retrouvé un cimetière qui contenait à la fois les restes de villageois et de religieux. Une archéologue, Christina Wariner, a publié
publié une étude en janvier 2019 sur le squelette d'une femme décédée vers 1100 après Jésus-Christ, dont on a déduit qu'elle était une enlumineuse. Alors, vous ne me demandez pas quel indice a pu mettre les archéologues sur la voie. Eh ben, j'imagine que tu vas nous le dire. C'est l'étude du tartre des dents, en fait. Ah, C'est chouette. assez original, mais on a trouvé, en fait, en examinant son crâne, que ses dents étaient couvertes de petits points bleus, en fait. Ah ouais, des points bleus. Oui, il se trouve qu'après analyse, ces points bleus étaient des fragments de peinture de lapis lazuli, utilisés pour colorier des enluminures. Ça, c'est Peindre classe. des enluminures. Donc on suppose qu'ils sont arrivés là parce qu'elle lissait son pinceau. Oui, c'est ça, elle d'accord, ok. utilise Avec la ce qui bouche. lui a fait ingérer ouais. un peu de peinture régulièrement, puisque comme elle en valait pas mal dans toute la bouche, c'était donc une activité répétitive. C'était dans la tombe B78. La même étude d'ailleurs signale qu'elle est morte entre 45 et 60 ans en assez bonne santé. Donc elle n'a pas effectué de travaux physiques trop pénibles, son activité devait être la copie. Quoique il ne faut pas croire que la copie était de tout repos, parce qu'on était assis pendant des heures sur un banc courbé, il y avait beaucoup de moines qui avaient des problèmes de dos ou de main ou qui devenaient aveugles à cause du manque de visibilité. D'ailleurs, il y a beaucoup de petites traces manuscrites qui en attestent, parce que les moines s'amusent à écrire dans l'angle des copies qu'ils ont mal au dos ou qu'il fait trop froid ou même à mettre carrément à rajouter des dessins obscènes ou des gribouillis. Alors, il ne faut pas du tout croire que les monastères et les couvents étaient des lieux sérieux, en fait, c'est tout l'inverse. Même Ah s'ils non, faisaient faut une bien tâche s'amuser un peu, ingrate, ils se lâchaient un petit peu pour la réalisation d'enluminures. Il y a des enluminures, par exemple, un copiste qui n'a pas voulu faciliter la tâche de son prédécesseur parce qu'il avait dessiné un énorme dragon qui barrait une page. Voilà. Et puis j'imagine que ça dépend aussi de l'ordre en question, quoi. Oui, ça Les dépend de bénédictins l'ordre sont en peut-être plus à question. même à rigoler que les cisterciens, par exemple. Je pense. Sûrement. Ou alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le film des Monty Python, Sacré Graal, lorsque les chevaliers sont agressés par un lapin qui les Ouais. égorge. En fait, ce motif du lapin tueur vient Il vient d'une directement des enluminure, non? enluminures médiévales. Oui, il est Parce assez que connu, je crois. on voit régulièrement des lapins qui attaquent des chevaliers, ou parfois ce sont des escargots monstrueux, ou des fois des chevaliers qui se battent en chevauchant des escargots, il y a un petit peu de tout. C'était une manière de les tourner un peu en dérision, ou alors des fois des messages cryptiques, ésotériques. Et Alors toujours à je chaque fois vais griffonné toujours à chaque fois sur toutes Ça les. dépend Enfin, pas parce toutes, qu'il y mais. avait réellement des pages qui sont griffonnées comme des brouillons, quoi, qui font sale, quoi. Et d'autres, c'était des enluminures qui étaient très bien réalisées. Mais bon, par exemple, des fois, on voit de jolies enluminures bien réalisées qui ont été censurées parce qu'il y a des détails obscènes, par exemple, qui ont été après effacés par les copistes qui supervisaient le travail. On Ouais, les mais a du coup, il y a découverts quand en même les. grattant. Voilà, C'est ça, il y a quand même les restes du coup derrière. on les a retrouvés en grattant le papier. C'est de l'archéologie Alors, dans l'enluminure, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est oui, les palimpsestes. En plus, des fois, des pages étaient réutilisées pour certains manuscrits aussi. On a retrouvé aussi des indices émouvants sur les manuscrits indiquant la présence de chats. Ah oui, Voilà, avec les parce petites que... patounes dessus. Oui, Non? c'est ça. Non, alors, c'est au XVe siècle à Dubrovnik, un manuscrit qui comporte des traces de coussinets trempés dans l'encre, en fait. Donc, le chat a dû marcher sur le livre parce que c'est très visible. Ça fait vraiment de jolies petites pattes. Ça, c'est sympa aussi. Ou toujours dans un manuscrit daté de 1420 à Deventer aux Pays-Bas, il y a une page qui a été laissée blanche. Alors le moine copiste a indiqué en fait qu'il a dû laisser la page blanche parce qu'un chat a uriné sur le manuscrit. Et la page était... Donc il indique, attention, de là à là c'est blanc parce que à cause du chat que je maudis, il le dit très, très distinctement. Et voilà, donc les chats ont été brûlés souvent par l'Église comme créatures du diable, mais ils étaient indispensables dans les ateliers de copistes pour lutter contre la voracité des rongeurs. Bien Voilà. sûr. Je me suis peut-être un peu éloignée de mon sujet, mais là j'ai essayé Non, mais la digression, c'est bien aussi. Hein. de traiter largement parce que bon, sur les femmes copistes au Moyen-Âge, il n'y a pas énormément d'autres sources. Là, je vous ai donné tout ce que j'ai, mais tout ça, est pour dire qu'en fait, même, il faut se méfier, enfin, il faut voir ce que disent les sources, mais aussi ce qu'elles ne disent pas.
C'est-à-dire que la science, c'est un travail de petites mains et que beaucoup de petites mains n'ont pas laissé de traces dans l'histoire. Comme on le voit, on a par exemple, le squelette de la femme copiste, l'observation du détail qui permet de montrer qu'elle était copiste. On aurait pu la prendre pour une simple nonne. Et aussi, la culture populaire a toujours recyclé l'image des moines qui copient, comme par exemple dans le film Le nom de la rose, par exemple, je me souviens, la seule femme qui apparaît est une prostituée, quoi. Alors qu'ils auraient pu montrer un couvent avec toutes les femmes copies, ça aurait été réaliste aussi. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de. Effectivement, il n'y a pas de société sexualisée dans la religion. Enfin, il y a une société sexualisée dans la religion, mais sur ces tâches-là, en fait, tout le monde est capable de le faire à partir du moment où tu sais écrire et c'est effectivement cool de savoir que ça a existé. C'est effectivement navrant de se rendre compte que c'est très très peu mis en avant et qu'il y a peu de recherches qui sont faites sur le sujet. Oui, bien sûr, parce que bon, comme on se concentre souvent sur de grandes figures et c'est un tort, quoi, parce que quand on dépasse justement les grandes figures, on s'aperçoit que derrière, il y en a il y avait des tas de femmes copistes au Moyen-Âge qui savaient lire, ce ne serait en Orient ou en Occident, et qui ont contribué à faire passer le savoir. Ok, Chouette, grave. chouette. Voilà, donc est-ce que vous avez des remarques à faire? Pas spécialement de remarques, si ce n'est de te remercier, parce qu'en plus, j'ai oublié de le préciser, honte à moi, pendant le début de la présentation, puisque j'ai mes petites statistiques devant moi, mais c'est vrai que c'est ton premier épisode de la saison 4, Isman. Tu fais ton grand retour pour cet épisode 6, donc merci à toi pour ta venue, quoi. Voilà. Bon, bah de rien, ça fait un moment que je le préparais, cet épisode. Moi, c'était hyper chouette et puis Mm. le petit raccord à la bibliomule, moi, ça m'a fait plaisir. Oui, mais il y avait Bibliomule. justement, dans la bibliomule, il y avait beaucoup de détails. La préface c'était hyper intéressante, notamment, il parlait de la circulation du papier Oui. dans les divers mondes méditerranéens, et c'est ce qui a permis une avance du monde arabo-musulman, parce qu'ils ont eu le papier. Ce sont les Chinois qui leur ont donné le papier à partir du Ouais. 8e siècle après Jésus-Christ, récupéré lors d'une bataille, et c'est pour ça que le monde arabo-musulman a d'abord été à la pointe de la copie, parce que c'était un matériel beaucoup plus facile à exploiter que Le Et- volin, le parchemin ou le papyrus. Et d'ailleurs, quand tu dis papier, c'est papier vraiment à base d'arbres, comme on fait, comme notre Oui, du papier à habituel. base d'art, bien sûr, ou à base de chiffon aussi. Ça, c'est C'est ça, parce que ça se fait beaucoup, les papiers à base de chiffon. ce sont des fibres textiles, en fait, donc soit du Ouais. bois, soit du chiffon. C'est ce qui a permis l'essor, tout comme plus tard l'invention de l'imprimerie, enfin la réinvention, parce que c'est pareil, Oui, c'est les l'imprimerie. Chinois qui ont inventé l'imprimerie. D'ailleurs, vous avez aussi un Voilà, super épisode à écouter sur ça que je vous mettrai en description, puisqu'on en a parlé avec Raphaël à un moment donné. enfin, la mise en place de l'économie de l'imprimerie, on va dire par Gutenberg, a permis l'essor ensuite du livre imprimé et sa démocratisation. exactement. Nice. Bah ouais, merci beaucoup, du coup, encore une fois, Ismen. Bon, bah ça y est, c'est à nous, Mika. Ah ouais, là, c'est le moment où du coup, faut faire une transition de fou. Ouais, Alors, en surtout- parlant de livres et en parlant d'histoire, figurez-vous que Vas-y, si t'as une Non, idée, je sais. non, mais comme d'habitude, en fait, là, bon, en plus du fait que j'avais complètement zappé, parce que je suis un mauvais élève, mais je savais que j'avais pas trop le temps de m'en occuper, parce qu'en ce moment, j'ai une grande obsession, et vous savez que moi, j'aime bien parler des choses qui m'obsèdent et qui me passionnent. C'est un jeu auquel j'ai investi, parce qu'il était en solde, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, maintenant, ça fait un moment qu'il est sorti, il a fait pas mal de controverses à sa sortie, parce qu'il était très buggé, ce jeu, et je me suis dit, bah, pourquoi pas lui laisser une chance après le temps. Maintenant, il doit être bien patché et je vais pouvoir en profiter. Donc j'ai acheté Cyberpunk 2077 il y a Ouh, peu de temps, nice. et ça faisait longtemps que j'avais pas été addict à quelque chose. Voilà, donc je vais vous parler de mon addiction à Cyberpunk, parce que ce jeu En fait, j'ai pas particulièrement de sujet ou quoi, juste ce jeu est bien. Voilà, alors oui, il est toujours claffé de bugs, il y a toujours des trucs hilarants, il y a toujours des trucs chelous qui se passent, des fois, voilà, j'ai fait un personnage masculin et j'ai fait un personnage féminin pour une raison hyper triviale, c'est que je voulais absolument faire une romance avec un personnage et que comme ce personnage était lesbien, bah, il fallait absolument que je joue une femme, bref. Et en fait, Ah. en jouant une femme, je me suis rendu compte qu'il y a certains dialogues qui passaient automatiquement en voix d'homme, du coup c'est hyper perturbant quand tu fais 4 heures de jeu avec la voix de femme et d'un coup tu passes à la voix d'homme, c'est un peu perturbant.
Des Ouais. fois, des fois, t'as des espèces de ventolines que tu utilises pour te soigner dans le jeu, et ben, qui restent bloquées pendant des heures sur des cinématiques, ce qui fait que ben, toi, t'es là, t'es en train de vivre un petit peu tes moments émotions, et puis d'un coup, t'as une ventoline dans la main qui pop tout le temps. Enfin, c'est un peu gênant. Mais le jeu est hyper fort en termes de narration, parce que c'est CD Projekt Red qui était la maison d'édition qui gérait The Witcher 3, qui est un de mes jeux favoris, et qui du coup, il y a pas longtemps, ont sorti un nouveau DLC gratuit, etc. Et je me suis dit, tiens, CD Projekt Red, j'ai vu passer Cyberpunk, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer le jeu pour la première fois. Et depuis, je me régale en fait, en termes d'émotion, narration. Je suis transporté dans cet univers qui est dystopique au possible, et qui, en fait, de plus en plus ressemble au nôtre. Beaucoup à la réalité. Ce qui fait un peu peur, et en même temps qui est très teinté d'espoir, parce qu'il y a beaucoup de figures en fait d'une sorte de révolution, d'une rébellion anti-système qui sont mises en avant dans ce jeu, et qui en fait sont tout aussi paumés que nous Ouais. quant à la réponse à donner, sachant que même les grands méchants, parce que bon, concrètement, on vous fait vraiment passer les grandes corporations pour les méchants ultimes, des gens qui sont assoiffés d'argent. C'est voilà, Ce qui est pas on est difficile, hein. clairement en plein dedans, on est clairement en plein Oui, Ouais, c'est dedans ça ce avec que j'allais les dire, clairement. c'est les polémiques, hein. méchants de notre réalité, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, tous les gens qui travaillent pour ces types-là ont des dents qui rayent le parquet, certes, mais qui sont pas toujours des mauvais bougres. C'est juste des gens qui essayaient de se sortir de leurs conditions de gosses des rues, ou juste Ouais. voilà, qui voulaient gagner un peu plus d'argent pour se sortir de leurs conditions, et peut-être boire une coupe de champagne un jour. Et ben, ces mecs-là, qui deviennent pourris par la force des choses, et corrompus par un système qu'ils ont essayé des fois même de renverser, des fois d'essayer de changer par l'intérieur, et qui se retrouvent toujours balayés par des trucs qui les dépassent. Et même ces mêmes super corporations en fait se font engloutir par leurs propres dirigeants, qui sont pas plus des méchants que les autres, qui sont juste des gens qui sont également dépassés par les événements. Je trouve ça assez fort. Et vous allez jouer cette personne que beaucoup voient enfin, ce renouveau de la rébellion, quoi, parce que vous portez quelque chose que les autres ont pas, même si vous êtes juste une mercenaire. Je trouve ça cool de vous dire, ben, soit je peux juste avoir une toute petite place dans cet infini univers qui est juste une ville, en fait, parce que vous sortez à peine des sentiers de cette ville, hein, mais le monde entier est soumis à ces grandes corporations. Et on est sur et en même temps cette quête que les gens vous disent, ah mais putain, on a forcément entendu parler de vous, parce que je vous spoil pas vraiment, mais au début du jeu, vous faites un casse qui tourne mal. Ouais. Et en fait, le grand patron d'une des plus grosses corporations, en fait, meurt, mais voilà, il se fait assassiner par quelqu'un, et c'est pas pour vous. Sauf que tout le monde veut vous faire porter le chapeau, et tout le monde vous croit coupable de cet acte horrible. Même si vous faites des trucs bien plus trash dans le jeu, en fait, ce qu'on va retenir, c'est le fait que vous ayez tué ce grand corporatiste. Alors que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, vous pouvez parfaitement dire que c'est vous pouvez parfaitement dire que c'est. Voilà, vous pouvez chercher à rétablir la vérité, parce que, bah, concrètement, quand là, vous avez la moitié du pays qui essaie de vous tuer, vous essayez aussi de vous défendre. Le truc, C'est c'est que avec compréhensible. ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, avec cette aura qui vous suit tout le long du jeu, bah, il y a des gens qui vont vous confier leur vie, d'autres qui, au contraire, du coup, vont absolument jamais pouvoir vous faire confiance, et qui vont essayer de se faire pote avec vous pour vous trahir, etc., etc. Ouais. Et en fait, l'univers est hyper fascinant, parce qu'il est très très riche, comme l'était l'univers du Witcher. Et je me retrouve vachement dedans. Je trouve ça hyper cool. La liberté que tu as de gameplay ou de jeu à l'intérieur, elle est hyper top. Et en fait, je me suis lancé dans le jeu à la suite de la série, dont peut-être j'avais déjà parlé, je ne sais plus, ou quelqu'un en a déjà parlé. C'est Cyberpunk Edge Runner, que vous pouvez voir sur Netflix, OK. ou en téléchargement Mais c'est illégal, pas pour toi qui en as échapper aux parlé? grandes. Si, j'ai dû le mentionner, c'est sûr. Mais j'avais pas fini, et ça y est, j'ai terminé la série. J'ai trouvé ça hyper chouette. Graphiquement, bah, j'ai dû en parler quand on parlait d'Arcane, hein, parce que je Ouais, crois je que pense, la ouais, ça série me dit était quelque sortie chose, ouais. peu de temps après, et j'avais commencé la série. C'est sur Netflix, c'est ça? C'est sur Netflix, ouais. OK, Et la d'accord. série est vraiment hyper chouette, où vous allez suivre voilà, deux personnages qui sont aussi dans cet univers. Du coup, ben, je me suis dit, tiens, si moi aussi j'allais parcourir les rues de cette ville qui est Night City, pour créer ma propre histoire. Même si, bon, à moitié une histoire narrative, et à moitié une histoire. À moitié un jeu d'action de shooter. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont dirigistes, dirigées. Il y a que 4 ou 5 fins possibles, je crois, dans le jeu. Ce qui est assez peu pour un jeu avec une envergure et une ampleur telle qu'il l'imaginait à l'origine.
Mais voilà, vous incarnez forcément cette espèce de figure de la rébellion. Vous pouvez pas incarner un corporat pur et dur et aller investir en bourse au CAC 40 pour devenir vous aussi une saloperie de crapule que vous combattez. Voilà, il y a des limites en fait sur le jeu en termes de roleplay entre guillemets. Il Par n'y a contre, pas une... ouais, vas-y. Excuse-moi, il n'y a pas une fin dans laquelle tu peux devenir zadiste ou quelque chose comme ça Ah ouais, en Ah ouais fait, alors je l'ai pas encore fini le jeu, mais effectivement, si tu veux, t'as plusieurs fins possibles en fonction des relations que tu vas avoir avec les différents personnages principaux de l'histoire. Et en fonction, ben, tu peux finir le jeu avec ou sans eux, en les trahissant ou en pas les trahissant. Tu peux même finir le jeu sans finir le jeu. Ça, je vais pas spoiler ce que c'est. Ah, d'accord. Parce que le jeu est assez libre là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexions sur la mortalité, parce que voilà, il y a pas mal de questions un peu religieuses et spirituelles dedans, alors qu'on ne dirait pas du tout, hein, comme c'est un jeu sur les grosses corporations. En fait, c'est finalement ta place dans le monde, qu'est-ce qu'elle est, tu vois. Est-ce qu'elle a de la valeur en tant qu'individu? Est-ce qu'elle a de la valeur en tant que Ouais. ce que tu vas faire de ta vie? Est-ce que voilà. Après, Et ça, c'est chouette parce que ça te laisse un petit peu la liberté. ouais, après, la religion et la spiritualité, je trouve que ça va super bien dans ce genre d'univers à la cyberpunk parce que ça me fait beaucoup penser à Ghost in the Shell. C'est tout le principe de qu'est-ce que l'âme, Exactement. à partir du moment où tu sais c'est le bateau de Thésée aussi. En fait, si tu te changes entièrement, qu'est-ce que ton âme? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton corps? Ouais, Donc, exactement. Bah, enfin, c'est les vraiment thématiques abordées, je pense, par le jeu un peu. c'est au centre du récit effectivement, puisque ben au tout début enfin au prologue en fait on va justement aller shipper cette fameuse technologie qui est la technologie de la relique, et en fait enfin, c'est une des premières phases du jeu. Vous allez très vite comprendre quel est l'intérêt, et que cette relique permettrait tout simplement d'implanter votre esprit dans voilà, ce qu'ils appellent des engrammes. En fait, ce sont des espèces de clés USB que tu peux te foutre dans le cerveau, parce que tout le monde est équipé de ports USB dans le futur. Voilà, parce que c'est vachement plus pratique pour récupérer des données et tout et tout. Bien sûr. Et en fait, du coup, cette relique te permettrait de créer une copie virtuelle de tes pensées sur cette clé, pour que les gens après ta mort ben, puissent avoir un souvenir de toi qui puisse perdurer, et voire même une sorte de présence de toi, parce qu'elle aurait copié ton caractère, etc. Conscience, quoi. Sauf que voilà, nous, dans le jeu, on va beaucoup plus loin que ça, puisque la fameuse relique que tu vas choper est une relique améliorée. Et voilà, et on va se retrouver, je dis rien ni à personne, mais pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité et qui se sont un tout petit peu intéressés au jeu, vous savez dès les trailers que eh bien, un personnage qui s'appelle Johnny Silverhand, qui est joué et qui est modélisé sur les traits de Keanu Reeves, va très vite être un personnage principal et on va dire un personnage omniprésent pour vous. Et il a beaucoup à voir avec cette relique. Et en fait, c'est un jeu hyper chouette, et en termes de narration, je trouve ça hyper classe. Comment les relations avec les personnages peuvent vraiment impacter ta façon de jouer, parce que tu peux très bien décider d'être vraiment une sorte de pacifiste, si tu veux, où tu peux juste neutraliser les gens sans jamais avoir à les tuer. Il y a des manières de le faire. Pour ça, en général, il faut avoir beaucoup d'argent, hein, mais tu peux le faire quand même. Ou alors, effectivement, tu décides de fuck le système totalement, et ni Dieu ni maître, et tu peux buter à tour de bras, et voilà, quoi. Mais il y a une certaine liberté, et je trouve ça assez chouette et assez. En fait, c'est pas mal exutoire, quoi. C'est très défoulant de jouer à ce jeu. Ouais. Et en même temps, prenant émotionnellement, parce que les relations avec les personnages sont hyper attachantes, ou des fois hyper clivantes. Il y a des personnages qu'on adore détester, et le jeu vous le rappelle bien que des fois vous pouvez même leur mettre votre pain dans la gueule. Et c'est assez chouette. C'est assez chouette. Voilà, Ouais. donc je sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer à ce jeu. Je sais pas si vous êtes très jeu. Je sais pas si toi, Ismen, tu joues beaucoup. Non, en plus, moi, bon, comme tu dis, le monde décrit me rappelle déjà tellement la réalité que j'ai plutôt tendance à fuir, en fait. Ouais, en fait, c'est une grosse dystopie. Ça date. Enfin, le jeu a été en partie scénarisé et showrunné par le créateur de l'univers originel de Cyberpunk, qui est à la base un jeu de rôle sur table, qui date, je sais pas, des années 2000, quelque chose comme ça, et qui effectivement met en place un univers qui est très froid et très. Oui, du coup, t'es là, Mika, à nouveau parmi nous? Oui, je suis de nouveau parmi nous, puisque les Yes. corporations essaient de me faire taire, et donc on a envoyé un virus mortel tuer mon ordinateur. Pas du tout, j'ai Ah juste oui. mis un blue screen, et donc, la spéciale, quoi. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, tiens. Mais voilà, on me parlait justement de super corporations et d'univers virtuels. Bah voilà comment les ordi vous traiteront lorsque vous serez eux aussi intégrés à la machine. Parce que ça fait également beaucoup partie du questionnement sur le jeu, c'est la transhumanité. Ouais. Et moi, c'est un sujet que j'apprécie énormément, parce que ça pose énormément de questions. Est-ce que c'est une forme de spiritualité? Est-ce que c'est une forme d'avenir pour l'humanité? Ça, voilà.
plein de questions que le jeu vous pose. On en avait d'ailleurs parlé beaucoup, chers auditeurs, et Mika et Ismaël aussi, je sais pas si vous les avez écoutés, avec Benoît, pardon, Benoît, n'importe quoi, Benjamin et Tiffany, sur une question sur qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que représente l'âme. On était parti dans un gros délire sur la transhumanité. Donc, Ah ouais, si je vous crois voulez que je écouter l'avais écouté. 45 minutes de discussion, Mm, mm. parfois un peu absurde mais marrante, vous pouvez aller voir ça. Je le mettrai en description, bien évidemment. Voilà. Pardon, du coup, Ismaël, tu disais, avant que tout coupe. Ah non, moi je disais qu'en fait, comme toutes ces questions sont déjà trop présentes dans le quotidien et je m'y intéresse, au contraire, pour tout ce qui est les loisirs, j'ai besoin de décompresser, donc je vais partir en arrière. Je vais regarder bon, je vais regarder vers le passé et à la fois les grandes figures, même si je sais que c'est idiot d'idéaliser le passé et tout ça et qu'on y projette beaucoup de choses. En ce moment, je lis pas mal d'articles sur la préhistoire et les peintures préhistoriques parce que voilà, Ah. c'est une manière de lutter contre le fait que le climat se dérègle, qu'on n'ait plus d'animaux sauvages ou ce genre de sentiments. Enfin, De toute façon, que la- je pense que c'est un peu la même chose de se plonger à la fois dans le futur et à la fois dans le passé, d'une certaine manière. Regarder vers le futur, c'est regarder ce qu'on appréhende d'une certaine manière. Regarder vers le passé, c'est regarder ce qu'on pense potentiellement avoir perdu. Au final, c'est- l'un comme l'autre se rejoignent, c'est je pense, un petit peu. c'est une manière très monothéiste de penser comme ça. Parce que il y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin Ouais. où j'ai appris des trucs hyper intéressants sur les Égyptiens. Où en Oh. fait, pour eux, la notion d'âme, tout ça aussi, c'était une notion qui était très présente. On le voit d'ailleurs dans les hiéroglyphes, justement, présentant Anubis avec le poids de la plume, etc. Et Amit, la dévoreuse. Ouais, La- exactement, Ouais. la dévoreuse de cœur. Et en fait, ce qui est très intéressant chez eux, c'est que pour eux, le passé est devant et le futur est derrière. Oh. Alors que chez nous, on a cette image que le futur est devant nous et que le passé est derrière nous et qu'il faut se retourner pour le regarder. Et en fait, les Égyptiens avaient cette façon de visualiser le passé, le présent et le futur différemment, parce que pour eux, le futur ne pouvait être que derrière parce qu'ils ne savaient pas encore ce que c'était, donc il faut tourner la tête pour le voir en fait, et donc on peut pas le voir. Alors que le passé, au contraire, le passé nous contemple puisqu'on sait ce qui s'est passé, donc on le voit, donc il est forcément devant. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça remet vraiment plein de choses en question quand on visualise le passé et le futur de cette façon. Parce que du coup, on a ce côté, bah oui, effectivement, le futur, il est incertain, donc pourquoi on le verrait? Donc il est dans notre dos. Et en fait, du coup, le passé, est-ce qu'on avance vers lui? Parce que nous, on dit qu'on avance dans le futur, eux, en fait, ils le regardent. Ouais. Et pareil pour le passé. Et en fait, le fait de pouvoir contempler le passé comme ça d'un seul regard permet en fait d'arrêter de craindre de se retourner pour aller dans le futur. Et je trouve ça hyper intéressant. J'avoue. Et je vais me permettre de. Je sais pas si vous me permettrez de rebondir. Je sais pas si vous avez fini sur Cyberpunk, pardon, 2077. Ah Auquel d'ailleurs oui, je n'ai absolument pas joué du tout, parce que malheureusement, comme pour beaucoup de choses, je n'ai absolument pas de temps du tout. ouais, c'est vrai qu'il Mais est très chronophage, hein. Mais si il a jamais ça l'air t'intéresse, très cool. tu peux mater la série et tu auras un bon aperçu de l'univers, Ouais, bah avec des personnages j'avais hyper envie de me laisser attachants. tenter. Elle est chouette, elle est assez courte, c'est des petits épisodes d'une quarantaine de minutes, je crois. Il y en a 8, donc tu perds pas non plus un temps infini. Et la série est plutôt chouette, les animations sont vraiment super cool. Et petit point notable également, donc c'est fait par un studio japonais, donc la VO est en japonais. Oh, cool. Mais la VF est hyper bien, enfin, c'est hyper bien doublé. J'ai Ok. adoré. Moi, j'ai regardé en VF et j'ai trouvé ça hyper immersif avec, donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, ouais, en fait, en parlant tous les deux là, vous m'avez donné presque une transition en or pour un. J'avais peut-être quelque chose à rajouter toujours sur cette question du temps. En fait, beaucoup de civilisations ont un rapport au Ouais. temps qui est... C'est très différent, ouais. Oui, Oui. qui est très différent. Il y a aussi, par exemple, en Australie, l'idée d'un temps circulaire, c'est-à-dire que, bon, pas qu'en Australie d'ailleurs, enfin non, en Australie, c'est la coïncidence d'un temps mythique avec le présent, qui doit Oui, toujours être réactualisé. Il y a le temps cyclique des Celtes aussi. Bon, donc tout le monde n'a pas dans la religion chrétienne, c'est plutôt téléologique, c'est-à-dire l'avènement du royaume de Dieu sur terre, etc. Donc tout le monde n'a pas les mêmes points de vue sur la temporalité et sur la manière d'envisager le présent, le passé et le futur. Voilà, tu peux continuer. C'était juste Bah, en pour fait, c'est juste que ajouter. ça rejoint complètement l'idée que j'ai en fait de ce que je voulais vers quoi je voulais vous faire tendre, c'est que
En fait, c'est très intéressant, c'est que là, on est face à, enfin, on est face non, c'est-à-dire que là, vous avez exprimé votre point de vue sur quelque chose de très intéressant, c'est que tu as parlé de spiritualité dans Cyberpunk 2077, et toi, Ismen, tu dis que tu préfères regarder vers le passé, tu as parlé à plusieurs reprises de dessins, de mythes, là, tu repars à nouveau dans un système un peu avec le temps différemment, etc. Et en fait, est-ce que les mythes, finalement, sont pas d'une importance globale de manière générale et que des jeux comme 2077 ne font pas partie des mythes de notre nouvelle société à nous, parce que dans notre société, on doit forcément avoir des mythes qui fondent finalement la société de 2023, celle qu'on a aujourd'hui. Et je me posais la question de l'importance de ces mythes et qu'est-ce que sont finalement que ces mythes d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Est-ce que vous avez des idées de ça? Et du coup, c'est vrai que au lieu de parler de passé et de futur, on va finalement parler un petit peu de présent d'une certaine manière. Oui, moi j'en ai une justement, j'ai lu le livre d'une anthropologue récemment qui s'appelle Fanny Paris et ça s'appelle Les enfants gâtés. En Ah. gros, elle dissèque le mythe du capitalisme responsable, c'est-à-dire que oui, on se rend compte que le monde va mal, nous vivons dans une société capitaliste qui détruit les gens et la nature, mais la solution c'est d'inventer, enfin la solution qu'ont trouvé la plupart. Faut pas parler comme ça puisque sinon ça fait théorie du complot en fait. Le problème c'est que dès qu'on tient des propos de gauche un peu radicales, on dit oui, tu vois une entité malfaisante qui manipule tout, tu as des propos complotistes. Et c'est vrai que des gens tombent dans ce type de propos, mais voilà. Ceci dit, ça décrit quand même bien la réalité. De toute façon, c'est bien pas une personne qui dirige, mais c'est que le système est en roue libre. Donc à partir de ce moment-là, le système devient une entité d'une certaine manière, presque comme un. Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais presque comme un dieu, hein, d'une certaine manière pour beaucoup de gens. Ah, clairement pour certaines personnes. Et donc, ce qu'elle décrit dans ce livre, c'est les mutations du capitalisme pour continuer à faire consommer aux gens, mais de manière responsable. On ne va plus, bon, ça va être dépassé pour les catégories socio-professionnelles les plus élevées de s'acheter par exemple un SUV, mais on va dire achetez-vous une Tesla, voilà. Même si ces Tesla, ça pollue autant, ils n'ont pas cessé de prendre la voiture, tu vois. C'est-à-dire qu'on va Ouais. faire consommer les gens un label écolo qui va leur donner bonne conscience. Oui, en fait, on va quand même garder la notion d'économie de marché et de consommation surtout, tout en déculpabilisant les gens, en leur faisant croire et en leur faisant penser, probablement à tort, que, ce qu'ils font, c'est responsable, quoi. Complètement. Et à côté de ça, en fait, enfin, moi, c'est ce qui m'énerve beaucoup en tant que militante, c'est-à-dire que il y a beaucoup de fiction sur la thématique enfin, par exemple, du genre ou de la race, mais qui sont recyclées par un discours capitaliste, c'est-à-dire absolument pas subversif, en fait. Ça vise juste à flatter les minorités et à faire du profil. Il n'y a aucun argument radical derrière et aucune, en fait, Des arguments de vente, volonté quoi, en de fait. changer réellement la vie des gens. Par exemple, par Vas-y, Ouais. exemple, hein, balance des en noms! faisant en sorte que les femmes soient plus protégées, mieux représentées, ou alors que, voilà, C'est une idem, forme, une que forme d'hypocrisie, les quoi, gens d'une soient certaine pas manière. dit. Voilà, exactement, c'est complètement de l'hypocrisie. Et tu penses du coup que ce genre de choses, ça fait partie un petit peu des mythes qui pourraient fonder notre société, cette idée de vendre la tolérance d'une certaine manière? Oui, je crois. C'est pour ça, malheureusement, en fait, que je pense que des gens qui sont pas forcément méchants à la base, enfin, vont développer vont reprendre à leur compte des idées haineuses, par exemple sur Ju- les juifs qui manipulent le monde Ouais. ou les immigrés qui vont nous envahir, parce que enfin, ça correspond à des angoisses réelles. C'est par volonté La d'être anti-système d'une certaine manière, quel que soit Voilà, c'est le ça, c'est côté par contre le volonté, système, du coup. c'est pareil, j'ai lu pas mal de choses sur le complotisme aussi et souvent le complotisme, en fait, c'est de la lutte, enfin, pour pas mal de gens, c'est quand même de la lutte des classes mal digérée, j'ai l'impression. Par exemple, mon ancienne logeuse détestait Macron et par conséquent, elle était anti-vaccin. Alors j'ai bien essayé de lui faire comprendre que moi aussi je détestais Macron, mais que la question de la vaccination, c'était autre chose et que c'était important, mais voilà, c'est compliqué. Oui, les gens ont Quand peut-être du mal à faire la part des choses, du coup. Faire la part des choses, ouais. Voilà, surtout dans des contextes anxiogènes comme celui qu'on vient de vivre, le fait qu'on ait enfin ça je m'en rends bien compte en tant que bibliothécaire, qu'on soit surinformé aussi, qu'il y ait des sources d'informations multiples, on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, nous, on essaye par exemple d'avoir une ligne, enfin de privilégier des sources scientifiques vraiment sûres. Justement, il y a un groupe de réflexion qui s'est monté dans notre réseau pour vraiment éliminer toute la littérature un peu ésotérique qui sort en librairie, hein, parce que malheureusement, il y a de tout et n'importe quoi qui sort aussi.
y Ouais, compris des ouvrages totalement ineptes sur le plan scientifique. Donc voilà, c'est un peu OK, comme tu disais, une machine folle en fait. ouais. Et Et toi les ouais, gens préfèrent sans doute s'accrocher à des certitudes, même si certaines sont des certitudes construites et délirantes, mais ouais, donc du coup, d'une certaine manière, c'est on y revient. C'est-à-dire que c'est des mythes qui, dans la tête des gens, leur permettent de s'accrocher à une certaine forme de réalité, du coup. voilà, c'est ça. Ouais, Tu moi, je penses voudrais quoi en de ça, ouais? rajouter un autre, Ouais, vas-y, vas-y. et effectivement, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, Semaine. C'est effectivement comment dire? Ce bombardement d'informations au quotidien avec tout, l'accès à l'information si rapide et si facile qu'on a aujourd'hui, qui était pas le cas avant et qui fait qu'aujourd'hui l'information est pour moi une sorte de mythe dans lequel on peut accéder à n'importe quelle information tout le temps et que ce soit la bonne, en fait. Et ça c'est faux, en fait. On peut pas toujours avoir les bonnes informations au bon moment. Parce qu'aujourd'hui on est tellement noyé sous le flux des données, d'informations continues qu'il peut pas y avoir on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas le recul critique nécessaire pour juger, si ce sont ou pas de bonnes informations. Et ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on assiste un peu à cet avènement du complotisme, même si, beaucoup de gens se diront que non, c'est pas du complotisme de penser qu'il y a un combat civilisationnel et cetera. En fait, ils font le jeu de ça, bien involontairement, en fait, tout simplement parce qu'ils ont vu des informations. Et ces informations, aujourd'hui, elles sont très dévoyées par un esprit critique qu'on n'a plus, parce qu'il est pas enseigné, parce qu'il est difficile à mettre en place et parce qu'aujourd'hui, ben, on fait face à des avalanches de fausses informations qui sont dramatiques pour, l'esprit critique des gens, et on sait plus, et comme tu le dis, à quel sein se vouer au niveau de l'information. Pour trouver une vraie info, bah, maintenant, si il faut se plier en 4 pour pouvoir, signifier la véracité. Parce que tout le monde a accès à toutes les informations en même temps et tout le monde les donne de manière, déformée. On assiste à une sorte de gigantesque téléphone arabe, en fait, où tout le monde veut toujours avoir, une information à donner. Alors que, à une époque, les informations, c'était ceux qui étaient capables de les donner, qui les informaient. Alors évidemment qu'elles étaient manipulées, dévoyées en partie, Mmh. heu, aucune information n'est jamais apolitique, mais aujourd'hui, en fait, toutes les informations, sont, systématiquement, politisées. Alors qu'il devrait enfin, il restait, jusqu'à il y a peu, je pense, des informations, objectives. Je pense que c'est plus le cas aujourd'hui Mais et est-ce que ce c'est mythe, en pas fait, ce mythe de ouais, Tu as l'information en raison, continu, existe, quoi. j'allais dire, tu est-ce que as c'est pas raison. un mythe aussi de penser qu'il y a eu à un moment donné une information, des informations objectives? Parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête. C'est-à-dire que déjà les journaux dès l'apparition tout est lié, c'est fou. On entend parler au début de l'imprimerie, mais je pense que dès l'apparition des premiers journaux imprimés, je pense que les gens qui les écrivaient n'étaient déjà pas objectifs sur ce qu'ils écrivaient et Ah non, comment mais ils les oui, écrivaient bien sûr, mais c'est et certain. ouais, C'est certain, mais du coup, en fait, on va pas remonter dans le temps pour savoir si non, l'apparition par des contre journaux c'est le début du complotisme de masse, tu vois? ouais, bien sûr. C'est Non, parce que mais sans parler de excuse-moi, Ouais, je te vas-y. coupe la vas-y, parole. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, sans parler de complotisme et tout ça, bon, le propre des humains, c'est quand même de se raconter des histoires, notamment, en fait, dans les processus de formation des mythes, dans les civilisations. Justement, j'ai lu un livre, l'année dernière à ce sujet que, Marc m'a offert ensuite, voilà, parce que je lui ai demandé, j'avais envie de le relire. Ça s'appelle Cosmogonie de Julien Duy, dans lequel il analyse la formation des mythes à travers le temps. Avec à partir de grosses bases de données d'histoires à travers le monde, on s'aperçoit en fait quand on analyse ces bases de données accolées au mouvement des populations humaines que les mythes se déplacent avec les gens. Et Mmh. notamment, les modifications des mythes, ça peut être découlé d'une vocation politique. Exemple, deux populations voisines ont les mêmes mythes, à peu près les mêmes mythes, s'installent l'une face à l'autre pour se distinguer et éventuellement pour justifier qu'on aille taper sur le voisin pour lui prendre ses ressources ou autre chose. On va dire, on va combiner, on va modifier son histoire et y inclure ses propres éléments et tout ça. Voilà, c'est un petit peu la manière, parce que toutes les communautés sont façonnées. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est qu'on veuille en fait, parce que enfin la science historique, ça demande un minimum de et social, ça demande quand même un minimum d'objectivité. C'est une science, donc oui, on peut parler, on peut être militant dans ce qu'on fait en histoire, mais il y a quand même des données à respecter.
Par exemple, même si on est pour la démocratie et tout ça, on ne peut pas nier qu'il y a eu des crimes commis par les révolutionnaires pendant la Révolution, quand on est un bon historien. Sinon, on fait juste de la Bien propagande, sûr. effectivement. Mais du coup, sur quoi, sur Ex- quel mythe sont bâties nos pensées d'aujourd'hui, finalement, d'une certaine manière? Moi, je pense que le mythe de la Quelles sont liberté les en est histoires un. qu'on se raconte, en fait? Quelle histoire on se raconte entre nous, sans même s'en rendre compte? C'est une question hyper technique, très pointue, Oui, là. Ouais, ouais, surtout qu'il y en a désolé. probablement de très nombreux. On J'ai est structuré par de très nombreuses histoires, j'ai probablement. une, j'ai vu il y a pas longtemps je me permets de digresser là-dessus parce qu'en disant ça, c'est un truc qui vient de revenir à l'esprit. Tu as dit, Ismène, que nous, on se raconte des histoires et je pense que le meilleur média pour se raconter des histoires, médium, pardon, pour se raconter des histoires, ça reste le cinéma. Et en fait, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'un monsieur que je vous conseille qui s'appelle Bolche Geek. Il parlait justement des histoires qu'on se raconte au cinéma et surtout de la représentation des personnages malfaisants dans le cinéma actuel, donc des méchants, quoi, d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est que les films à l'heure actuelle essayent souvent de faire passer un message, mais en faisant passer un autre. L'exemple que j'ai en tête, c'est un exemple vraiment basique. C'est le dernier diptyque Avengers de Marvel, mais qui représente vraiment, je pense, le fond de pensée de la société de production actuelle et plus précisément du capitalisme. C'est qu'on est face à un méchant qui est incarné par Josh Brolin, qui est Thanos, qui veut détruire, enfin génocider la moitié de l'univers dans un but écologique de meilleure vie vis-à-vis de ressources pour que tout le monde puisse vivre correctement. Donc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, parce qu'effectivement, ça reste pas bien de génocider des gens, c'est mal, les héros vont donc aller arrêter le mal. Et au final, au bout de 2 épisodes, ils arrivent à le faire, sauf que le problème de base, que le méchant a évoqué, n'a jamais été résolu et n'existe même plus dans l'équation et dans la tête des gentils. Ce qui veut dire que techniquement, le film nous propose des héros qui, en fait, n'agissent pas. Ils ne font que réagir face à quelqu'un qui, lui, agit face au problème. Donc au final, peut-être que le mythe qu'on nous propose aujourd'hui, c'est simplement de juste ne rien faire et attendre. Ouais, le mythe de l'attentisme, en fait, serait un mythe C'est ça. fondateur de notre solution, de notre. De la société actuelle, je pense. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on essaye de nous faire passer. C'est hyper cynique. Bah, c'est un petit peu la même chose. Mais C'est c'est ce très dont cynique parlait parce que du coup, les producteurs utilisent justement les biais écolos pour. Enfin, en fait, les producteurs changent le discours que les scénaristes essayent de mettre dans la tête des méchants. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui sont écolos dans la tête de la plupart des méchants ou qui tournent autour de. Tu vois, l'exemple à la con, c'est Magneto, quoi, qui représente vraiment toute la Oui, la volonté de communauté changement, en fait. changement, Ouais. etc. Mais qui du coup doit être arrêté. C'est qu'en fait, les héros doivent arrêter le changement qui vient détruire la société. Donc c'est hyper cynique, quoi, effectivement. Et pardon, Isben, je t'ai coupé. C'est exactement ce qu'écrivait Fanny Paris. Donc, elle disait que ce genre, ben, elle citait plutôt Don't Look Up, mais c'est pareil, c'est-à-dire que la Oui, c'est machine est pareil, ouais. lancée, on voit qu'il y a un problème, mais on ne fait rien. Et ce qui est encore pire, en plus, c'est qu'on calomnie les écolos qui, eux, font vraiment, enfin, des efforts, qui sont tous les matins à essayer de sauvegarder par exemple, les animaux des campagnes, alors que tu as de grosses pelleteuses à côté qui défoncent tout. De toute façon, c'est l'autre schéma qui est, enfin, ça a été écrit dans les années 60, mais dans Batman, la méchante Poison Ivy, c'est une militante écologique qui veut défendre la nature et les animaux, et elle se bat contre un milliardaire qui a plein d'argent et qui se fout de la loi d'une certaine manière. Donc il y a vraiment ce côté très, ouais, c'est ultra, je trouve ça ultra cynique, quoi, et pourtant c'est ce qui passe. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va regarder en étant enfant ou même en étant adulte, c'est d'une certaine manière, ça finit par nous influencer. Et il est vrai que je me rends compte, c'est que la plupart des gens sont attentistes en fait, de fait. Alors est-ce que c'est dû à ces mythes qu'on ingère en fait sans même s'en rendre compte? Peut-être, peut-être pas, ou alors peut-être que simplement l'humain de base suit toujours le pouvoir en place, je ne sais pas. Et je vous dis ça, moi Après, c'est j'ai difficile pas fait parce grève que la semaine dernière par exemple, hein, donc j'ai suivi aussi sans suivre. moi non plus, je n'ai pas fait grève. Bon, après, je soutenais quand même les grévistes, mais c'est vrai que bon, j'avais un Non, non, peu mais il n'y a peur pas d'aller de, y a pas manifester. de justification Non, à non, avoir dessus, hein, t'inquiète, hein. j'avais un peu peur d'aller manifester, et ça aussi, c'est bon, c'est un autre phénomène que j'ai remarqué, c'est qu'il est de plus en plus difficile de discuter sur la place publique parce que le débat est polarisé par des violences. Et en fait, dès que tu veux remettre le point de vue de quelqu'un en question, c'est comme si c'était vécu comme une offense personnelle, Une quoi, agression, ouais. une agression. Et voilà, donc C'est vrai. c'est très problématique parce que ça génère beaucoup de harcèlement en ligne. Là, j'ai Ah eu bah, sur le là, net, j'ai c'est effroyable, oui. et aussi parce que ça finit par polariser les débats politiques, puisque finalement, c'est toujours en fait les gens qu'on entend le plus qui parlent, enfin qui crient le plus fort qu'on entend le plus, donc ça va plutôt être les voix des extrêmes.
Et Et d'ailleurs, pour ça, je vous renvoie à nouveau, je suis désolé parce qu'en fait, on a fait tellement de choses finalement depuis, à un débat que Sébastien avait fait dans l'épisode 12 de la saison 3 sur peut-on débattre sainement sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le visionner dès à présent, chères auditrices et chers auditeurs. Et toi, Mika, t'en penses quoi finalement de tout ça, de tout ce qui vient d'être dit parce que je sais que c'est cynique, mais Moi, je pense qu'on n'aura pas de retraite, heu, qu'on sera mort avant et que du coup, bon, ben, voilà, on vit au jour le jour et effectivement, ce côté attentiste, je l'ai moi aussi, tu vois? Je suis pas militant et je devrais militer, mais en fait, est-ce que militer, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est ça qui me fait peur, tu vois? C'est est-ce que militant, c'est devenir violent? C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a que ça qui passe et en même temps, on m'a appris toute ma vie que la violence, résolvait rien et effectivement, comme tu le dis, pour reprendre ton exemple, ben, en fait, Batman, il se bat contre Poison Ivy parce qu'elle tue des gens, en fait et que tuer, c'est mal ouais, et que Batman, il a appris que tuer, c'était mal parce qu'il a perdu sa famille comme ça, tu vois? Même si, c'est le rôle le plus sombre du DC et machin et cetera et que lui-même, hésite pas forcément des fois à tuer et ben, il va surtout d'abord essayer de l'arrêter et effectivement, c'est une militante écolo, mais qui fait du mal pour essayer de faire le bien. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on doit en être réduit à ça? C'est ça le militantisme, c'est, faire le mal pour faire le bien? Est-ce que je suis Gérald de Rive? Je n'en sais rien, tu vois? Mais, quoi qu'il en soit, je pense que je suis d'accord avec toi quand tu parles de cette, société un peu attentiste. Attendre que les choses bougent d'elles-mêmes, mais on sait très bien que ça n'arrivera pas, que toutes les révolutions se sont pas faites, silencieusement. La seule qui a réussi et encore, en fait, il faudrait l'étudier en profondeur, c'est celle de Gandhi, mais c'est pareil, en fait, il faut pas juste, voir que c'était tout blanc c'est et tout ça, ouais. beau et tout rose, hein. Il y a eu beaucoup de morts aussi dans les révolutions, et les marches blanches de Gandhi. Et Gandhi était probablement également un pervers pédophile, mais ça, c'est une autre question. Quoi? Hem, Ah bon? ouais, 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 il y a des Ah trucs bah, qui il y sont a des sortis trucs qui sur sont sortis. Gandhi. Ouais, il Ah y a des trucs qui sont sortis non! sur Gandhi, Ah, faut apparemment, pas il dire dormait avec ça, des s'il te plaît. enfants. Bon bref, je sais pas, je connais pas Yes. la mais c'est pareil, tu vois? Quelle est la véracité des événements? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça et tout? Ouais. La question n'est pas là, le truc est de s enfin, savoir comment se sortir de là. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à cette question. Nous 3, mais même en termes de société, je suis pas sûr qu'on soit capable de Je donner pense cette pas non de plus. donner de réponse, tu vois? Parce que tous les indicateurs pointent qu'on va vers la fin, concrètement, que ce soit une fin civilisationnelle, une fin tout court, hein, d'ailleurs et même les plus grands économistes, les plus grands écologistes, tous les plus grands, en se triturant la question, disent juste tirent la sonnette d'alarme en disant: «C'est une catastrophe». Et en même temps, il y a pas de solution concrète qui pop dans l'esprit de quelqu'un pour dire: «Eh les gars, en fait, si on faisait ça, ça arrête tout le problème et d'un coup tout va bien» et en fait, est-ce que Thanos finalement, il aurait pas raison? Tu vois? Genre, est-ce qu'en diminuant de 50 le nombre de personnes, ça résoudrait pas tout heu, ce genre de problème, tu vois? Voilà. justement, j'avais lu un article à ce sujet, il disait que non, mais en fait, puisque ça il y aurait toujours le même type de société, donc toujours Exactement, les C'est mêmes changer la races. société, pas changer le nombre de gens qui sont dedans, voilà, mais exactement. Tu vois? C'est mais pas bon. parce que tu supprimes 50 de la population que d'un coup les inégalités vont disparaître. Il y aura toujours 3 des gens qui vaudront beaucoup plus que tous les autres. Voilà. Et c'est en ça que j'aimerais rajouter le dernier, je pense le dernier mythe, peut-être fondateur de cette société actuelle, le mythe de la lutte des classes d'une certaine manière. J'avais lu pas mal de choses là-dessus ces derniers temps, enfin ces derniers temps depuis un petit moment déjà, sur cette idée que en fait on pense toujours à la lutte des classes, se dire que les ouvriers vont essayer de se battre contre le patronat, et cetera, et cetera. Et pareil, ça va être très, très cynique, mais bah, en fait on a perdu. Je pense que la lutte des classes, je crois qu'il y a un politicien qui l'a dit il y a pas longtemps, de droite, qui disait qu'en fait, la lutte des classes, c'est le patronat qui l'avait gagné depuis très longtemps et que ça serait pas remis en cause du tout parce que voilà quoi, c'est comme ça quand on regarde la culture occidentale et le monde capitaliste de manière générale, c'est effectivement une minorité extrêmement riche qui dirige et des pauvres, et des un peu moins pauvres qui se battent entre eux pour des miettes qu'on leur laisse. Et peut-être que le meilleur mythe qu'on nous ait laissé, c'est simplement le mythe de croire qu'on peut changer des choses, alors qu'en fait, bah, on nous laisse pas la liberté de le faire. C'est triste. Sad Oui. but true. Ouais. Voilà. Ah et bah, merci beaucoup Et pour bah, pour ce bon épisode. Encore une fois, beaucoup de bonne Enfin, énergie. on j'étais pas en très on bonne forme pourrait aujourd'hui, je vous l'accorde. après on pourrait changer les choses, mais c'est enfin, personnellement, pense que les choses vont changer, mais sans doute de force. C'est-à-dire que,
Il y a beaucoup de bon, je le vois dans les publications parce que je m'occupe, entre autres des fonds de littérature de SF fantastique et il y a beaucoup de récits, post-apocalyptiques qui paraissent en ce moment et en fait, j'ai l'impression qu'on compte effectivement beaucoup sur une catastrophe naturelle ou n'importe quoi pour mettre les choses à zéro, enfin et tout recommencer. Mais en fait, le plus probable, c'est que l'effondrement sera progressif. Donc, ce qu'on vit en ce moment, on risque de le vivre pendant des décennies, en fait. Et on ne peut pas trop prévoir ce qui émergera après. Ouais, je suis Ouais, assez tout à fait. d'accord. Tout à fait, tout à fait. Assez d'accord avec ça, effectivement. On est plus probablement en train de s'autodigérer plutôt que de compter sur une apocalypse zombie, hein. Qui fait Voilà, fantasmer c'est beaucoup ça. de geeks, il faut quand même Donc le si dire, ça hein. se Donc si Ouais. ça se trouve, je sais pas, dans 10 ans, il y aura eu une nouvelle guerre et dans 50 ans, on finira notre existence, si on a de la chance, au Canada parce que, on sera réfugiés là-bas et on aura reconstruit des communautés autonomes ou, Ouais, je c'est ne sais ça. trop Ou même quoi, ou même sur un temps encore plus long que ça, hein, en fait, voilà hein, et peut-être on peut qu'il y pas aura pas des savoir. colons sur la Lune ou mais ça m'étonnerait quand même, mais On y bon, enfin, travaille, hein, c'est pareil. Il y a pas mal d'auteurs de SF qui font du bon boulot, là-dessus et on compte sur eux pour effectivement nous faire partir sur la Lune et polluer les espaces qu'on n'a pas encore pollués. Ce serait vraiment chouette. mais la Lune est déjà polluée, j'en avais parlé. Vous ne vous rappelez Oui, Oui, pas? oui, tout oui, à tout à fait, Enfin, fait. si, Vous si, pouvez ouais. aller écouter la chronique de X-Men Mmh, mmh mh. sur la lune polluée, mais avec des aussi très mignons petites bestioles, non, j'ai Ouais, total tardigrades, je crois, c'est ça? les tardigrades, ouais. donc Ouais, c'est c'est ça, tardivade. exactement. Et ben, je vous propose que tardigrade soit, le mot de la fin de cet enregistrement. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Oui. Superbe. Bah, merci à tous les 2 pour cet épisode, à la fois improvisé et pas improvisé, parce qu'il était prévu, mais qu'au final, il y a qu'une seule personne qui a réellement préparé quelque chose. Donc merci à toi encore une fois, Ismaël, d'avoir été présent, au cours de cet, enregistrement. Et merci aussi à toi, Mika, d'avoir répondu présent, aujourd'hui. Tu participes bien, dis donc, sur cette saison, sur le début de cette saison 4. Mika, c'est déjà ta 3e, participation et c'est toujours un plaisir de t'avoir, Et ben comme à chaque fois. Merci et merci Mais c'est beaucoup à tous les toujours 2. un plaisir également de participer à ces réflexions, à ces débats, parfois tristes, parfois qui Joyeux, mettent en colère et puis en même temps on apprend plein de trucs. Merci Ismaël pour c'est ta vrai. chronique, elle était vachement chouette et De merci rien, Marc, j'ai eu l'impression qu'elle était un peu enfin, que je suis allée un petit peu rapidement, mais c'est pareil, je pense que Bah, t'inquiète développer pas, tous hein, les franchement c'était tu parfait. moi tu m'as appris plein de trucs et j'ignorais que Lubna en fait, c'était, un des personnages qui était vrai. Voilà, moi aussi, oui, moi je pensais que c'était plutôt les qualifs et voilà, mais que les 3 personnages étaient des personnages inventés. Que je reconnais que je non, lis non, pas toujours tout dans les BD que je lis, mais il n'y a peut-être que que c'est marqué. Marwan qui soit un personnage inventé parce que Ouais, sinon Tharid et Lumina ont existé. bah, écoute, et ben, je sais pas s'ils étaient exactement physiquement comme ça, mais quoi qu'il en soit, je suis content de savoir que ces personnages, Ils sont réels. que ces personnages doux amers, parce qu'ils ont quand même vécu des trucs, pas terribles, sont des personnages qui ont réellement existé. Merci Et Marc bah aussi encore une fois pour les bah, de rien, invitations, de je rien. suis Mais tous contents. merci surtout à nos chers, auditeurs et auditrices qui sont ce soir, parmi nous ou à n'importe quel autre soir. Si vous écoutez ce podcast, dites-le, dites dans les commentaires: «J'ai écouté, le podcast». Voilà, alors on sait que c'est pour le référencement, on sait que de toute façon, vu que je dis «putain» toutes les 5 secondes, c'est forcément démonétisé. Mais voilà, montrez-nous que vous êtes présents, mettez un like, partagez, bref, vous connaissez la chanson ou le faites pas parce que c'est ça la liberté aussi, c'est la liberté de ne pas faire les choses que les animateurs de podcast vous demandent de faire. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous tous. Des bisous. Merci, au revoir. Au revoir. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau De Tout et de Rien. Attends, tu veux faire l'intro? Pas du tout, pas du tout parce que ça va être beaucoup trop ASMR pour moi. Mais je sais pas, en fait, je sais pas, qu'est-ce que vous avez de prévu du coup, vous? Alors, j'avais rien prévu parce que j'avais complètement zappé et de toute façon, j'avais prévu de rien prévoir donc voilà, Ah bah yes, on va moi j'avais prévu un truc et au final les aléas de la vie ont fait que j'ai pas pu le faire. OK, Donc j'ai rien non plus. très bien. Heu, Moi J'avais une superbe chronique sur le Roquefort, j'ai des papiers devant moi, ah mais ouais. j'ai fait trop de recherches pour la foirer en impro, j'ai envie de bien la construire. Putain, ça fait une éternité que ça fait depuis l'année dernière que j'ai pas fait ça. Ah, c'est Qu'est-ce la qu'on fera? première de l'année là? De 2023, ouais, c'est la première, ouais. Oh, let's go! Le Il est western me prend 30 beaucoup exactement. de temps, en fait, je me rends compte. Mais bon, bref, Ouais, en même temps je digresse. le western est Ouais. ouf, le western est un Ouais, projet de taré mais le western est en train de partir en couille un peu trop loin dans mon esprit, mais C'est ah quoi ouais. le western? Tu écris un western? un jeu de rôle. Allez, c'est parti. 3, 2, 1.